Bonjour à toutes et tous. Il est 9h15. On vous propose de démarrer cette présentation pour laquelle nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur Thibon et moi-même. Présentation donc qui vise à vous apporter un certain nombre de repères sur les voies d'accès et sur la formation de professeurs des écoles. Donc, on va faire cette présentation à deux voix. Je vais laisser mon collègue se présenter et puis ensuite, on vous expliquera un petit peu comment ça va s'organiser. Oui, donc bonjour à tous, Hervé Thibon. Je suis avec Laurence Dedieu, donc nous sommes les deux responsables de la formation MEF premier degré et je suis donc responsable du parcours premier degré, comme c'est écrit d'ailleurs sur l'écran que vous avez sous les yeux. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin aussi. Voilà. On peut ajouter que tu enseignes à l'INSPE les arts plastiques. Les arts plastiques, effectivement, surtout sur le site de Reims. Merci. Et de mon côté, donc, je suis la responsable de la mention MEF premier degré. MEF, pour tout le monde, ça veut dire métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et premier degré, ça renvoie au professorat des écoles, hein, donc école primaire, hein, par opposition au second degré, où donc dans le second degré, dans le MEF second degré, on forme les futurs professeurs de collège et lycée, ainsi que les conseillers principaux d'éducation, hein, dont l'acronyme est CPE. De mon côté, j'enseigne au sein de l'INSPE dans le domaine des sciences, et plus particulièrement des SVT. Donc là, on a prévu un certain nombre de diapos pour vous présenter un petit peu le parcours, son contenu et puis comment accéder à cette formation. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Vous pouvez les inscrire au fur et à mesure de la présentation et on consacrera un temps d'échange après cette présentation pour pouvoir y répondre. Alors, du coup, j'enchaîne avec la diapositive suivante. Donc là, cette première diapositive, c'est pour vous rappeler, parce que probablement que vous êtes déjà un petit peu renseigné sur la formation, que c'est une formation de niveau master qui se déroule sur 2 ans et qui vise l'acquisition progressive et intégrée d'un certain nombre de connaissances et de compétences. Il y a tout d'abord des connaissances et des compétences qui sont directement en prise avec le métier. On parle de compétences professionnelles. Il y a aussi des connaissances et des compétences du point de vue des contenus disciplinaires à maîtriser, mais aussi didactiques, c'est-à-dire la manière dont on va mettre ces contenus disciplinaires à la portée des élèves. Et puis, il y a également des contenus qui sont liés à la connaissance du milieu, hein, d'exercice du métier aux différents contextes. Cette formation prépare, outre le fait qu'elle prépare au métier, mais elle prépare aussi au concours de recrutement des professeurs des écoles, hein, ce qu'on appelle le CRPE. Et celui-ci se déroule désormais en fin de M2. Donc, là, il vient d'y avoir un changement récent par rapport à la position du concours. Et donc, dès la session 2022, ce concours aura lieu à la fin du M2. Alors, comment on accède au Master MEF premier degré? Et bien évidemment à la suite d'une licence qui peut être disciplinaire, pluridisciplinaire ou déjà orientée vers les sciences de l'éducation. Cette admission fait suite à l'examen de votre dossier par un jury d'admission.
Pour cette année, pour la dernière année, a priori, ça se fera via la plateforme e-Candida, mais c'est susceptible d'évoluer puisqu'on nous a annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme pour gérer les inscriptions en master. Pour ce master MEF, alors ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau aussi, hein, qui n'existait pas encore tout récemment. Il y a des attendus à l'entrée du master MEF. Ces attendus, ils figurent dans un document officiel, hein, le journal officiel du 7 juillet 2019. Donc, ces attendus, ils sont définis à l'échelle nationale, hein, par le ministère. Et donc là, vous avez la liste de ces attendus, notamment le fait d'avoir une maîtrise disciplinaire suffisante dans à peu près tous les domaines, parce que là, dans le premier degré, vous êtes censé vous former à la polyvalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un niveau suffisant? Évidemment, ce n'est pas un niveau master dans toutes les disciplines, même un niveau licence 3 dans toutes les disciplines, hein, de l'école primaire. Mais voilà, un niveau qui soit début de lycée satisfaisant dans à peu près toutes les disciplines. Avoir une première représentation du métier d'enseignant, appréhender les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner. Donc, les savoirs à enseigner qui sont définis, hein, d'un point de vue national par des textes officiels. Il y a des programmes, il y a d'autres circulaires qui accompagnent. Et puis, les savoirs pour enseigner, c'est les savoirs qu'il faut maîtriser pour être capable de mettre à la portée des savoirs enseignés, à la portée des élèves. Avoir des connaissances générales sur les principes et les enjeux du système éducatif, ainsi que son fonctionnement. Donc là, c'est très en lien avec le deuxième attendu, finalement. Il faut déjà connaître un petit peu l'organisation d'une école, son fonctionnement, l'organisation du système au sein de l'éducation nationale. Maîtriser sa communication, c'est pas étonnant, c'est quand même un métier qui nécessite, voilà, qui s'appuie sur un relationnel important, que ce soit auprès des élèves, mais pas uniquement les élèves. Il y a aussi l'équipe enseignante, les collègues. Également, il ne faut pas oublier la relation avec les familles. Et puis, autre attendu, maîtriser les compétences numériques au niveau requis en fin de licence. Dans toutes les licences, normalement, vous avez une formation sur les outils numériques et sur leurs usages. Et puis, dernier élément, maîtriser une langue vivante étrangère au niveau requis en fin de licence. Donc, l'équivalent d'un niveau B2. Voilà donc pour ces attendus. Alors, évidemment, ça a une incidence sur le recrutement en Master MEF et sur les critères que nous prenons en compte pour sélectionner les candidatures. Alors, ce n'est pas sur concours, comme parfois on nous pose certains étudiants nous contactent et nous demandent ce qu'il en est. Ce n'est pas un concours, c'est un examen des dossiers et donc on a un certain nombre de critères et notamment un critère majeur, c'est le fait que vous ayez suivi durant votre licence des modules de pré-professionnalisation. Alors sur l'URCA, il y a déjà un certain nombre de licences qui en proposent, évidemment la licence sciences de l'éducation pluridisciplinaire qui est proposée sur les sites INSPE de Châlons et de Charleville. Également la L3 éducation et apprentissage qui pour l'instant n'existe que sur le site de Châlons. La L3 PCE préparation au concours de l'enseignement AES SSS. La L3 sciences et technologies pluridisciplinaires de l'UFR sciences exactes et naturelles.
et la L3, éducation en motricité et motricité de l'UFR STAPS. Alors, après, plus récemment, là, c'est vraiment, on est dans les prémices, on va dire. Il y a une autre voie d'accès là qui va être expérimentée à partir de la rentrée prochaine. Je vais laisser mon collègue Hervé peut-être vous en dire un peu plus parce qu'il a pu assister à une présentation. Oui, ce qu'on peut dire aussi pour résumer, c'est que la diapo précédente expliquait que théoriquement, n'importe quelle licence donne accès au Master MEF. Mais il y a la théorie et la pratique. Et la pratique, c'est que le nombre de places que nous avons sur les 5 sites n'est pas extensible. Il est cette année de 320. D'ailleurs, je peux vous donner le détail, vous l'avez peut-être aussi trouvé sur les différents documents que vous pouvez télécharger sur le site de l'INSPE. Il y a 56 places à Charleville, 90 à Reims, 60 à Châlons, 70 à Troyes et 44 à Chaumont. Et donc, on a beaucoup plus de demandes, si du moins l'année qui vient est du même ordre que les précédentes, que de places. Et donc, il nous faut faire des choix. Et ce qui fait que deviennent prioritaires très, très rapidement les étudiants qui ont suivi donc la liste des licences que vous avez là, même si dans le texte, il continue à être écrit que toute licence peut donner accès au master. En réalité, si on n'a pas fait l'une de ces licences-là, on aura beaucoup plus de difficultés à entrer dans le master et on aura peut-être aussi la possibilité, si tant est que vous puissiez, sans ces licences-là, avoir accès au master MEF, il vous sera peut-être proposé de le suivre dans une ville qui n'est pas celle que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment un tri qui est fait par un jury souverain dont on reprend les critères précis chaque année selon un certain nombre de choses, mais les critères, vous les avez là en fait. C'est essentiellement les personnes relevant de ces licences-là qui vont être prises en priorité. Et puis, donc, il y a ce nouveau parcours donc, dit PPPE, qui pour l'instant n'ouvrira qu'à la rentrée d'ailleurs, à Chaumont, donc au lycée Bouchardon, et qui est un dispositif pour ce qu'on en sait qui est voué à se développer, peut-être dans les autres villes dans le futur, et évidemment dans toute la France, qui correspond à quelque chose dont la structure ressemble un petit peu à ce qu'on appelle une classe prépa. Ça se passe d'ailleurs dans un lycée, et en fait l'idée c'est que sur les 3 ans, donc c'est une sorte d'équivalent de licence, dans les 3 ans, il va y avoir une préparation donc, au professorat des écoles qui se fera de façon graduée avec beaucoup de cours disciplinaires de type lycée en première année, et puis de moins en moins jusqu'à la 3e année, avec de plus en plus de cours généraux qui seront, eux, dispensés par l'université et donc par l'INSPE. Et le pourcentage est écrit, il y a 25% d'INSPE en première année pour 75% de cours disciplinaires dispensés d'ailleurs par les enseignants du lycée. Puis, en seconde année, c'est 50-50. Et en 3e année, il n'y a plus que 25% au lycée et 75% à l'INSPE, ce qui vous donne ensuite la possibilité de rentrer en master. Mais là, je m'adresse évidemment aux personnes qui sont cette année seulement au niveau du bac, bien sûr. Voilà pour ce que j'avais à ajouter. Merci. Alors, dans cette formation de Master MEF, il y a un certain nombre de stages qui sont prévus selon des modalités variables, des stages déjà pour commencer d'observation et de pratique accompagnée. Donc, certains d'entre vous, je ne sais pas quelle est votre origine, mais si vous êtes en licence, en L3, vous avez déjà des stages d'observation, voire d'observation et de pratique accompagnée. Donc, ces SOPA, comme on les appelle, sont proposés en M1 à raison de 6 semaines pour
l'année, répartis en 3 fois 2 semaines, correspondant à chacun des cycles de l'école primaire. Le cycle 1, c'est l'école maternelle, le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2, et le cycle 3, CM1, CM2, à cheval avec la classe de 6e du collège, mais vous n'irez pas en stage en collège. En M2, cette modalité de stage reste possible. On vous expliquera, si vous voulez, un peu plus en détail par la suite. Peuvent être proposés aussi des stages en responsabilité. Alors là, ça ne concerne que l'année de M2, sous la forme d'un tiers-temps qui est organisé sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc, chaque étudiant a en responsabilité tous les lundis une classe dans une école, et ce, depuis la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année. Les autres jours de la semaine, les élèves de sa classe sont pris en charge par un autre enseignant. Il existe aussi la modalité stage en mobilité internationale. Donc là, ça va être plutôt la première année de master, parce que ça paraît compliqué de combiner un stage en responsabilité en M2. Donc, ça peut être entre 2 et 4 semaines selon les pays, selon les modalités qui vont pouvoir être mises en place. Et puis, dernière modalité qui s'applique uniquement au M2, ce sont les stages hors éducation nationale qui remplacent d'autres formats de stage lors de l'année de M2. Ça peut se dérouler en mode groupé ou en mode filet aussi, à raison d'un jour par semaine sur l'ensemble de l'année. On peut préciser que stage en responsabilité signifie que donc, les étudiants qui choisissent cette modalité sont bien tout seuls dans leur classe, ils ne sont pas dans la classe de quelqu'un, hein, contrairement au stage d'observation, où là, ils sont dans la classe d'un enseignant et ils prennent la classe, mais en présence de cet enseignant, et que le stage en responsabilité est rémunéré. La rémunération pour le tiers-temps correspond à peu près à une rémunération d'un niveau de mi-temps. Donc 720, 730 euros net par mois, alors que si on suit le stage d'observation en M2, puisqu'on vous aurez le choix, en fait, on vous proposera de faire soit l'un, soit l'autre, alors c'est le même temps de stage, en termes de temps, c'est pareil, mais il n'y a évidemment pas de rémunération. Par contre, il y a une gratification dont le taux m'échappe à l'instant, qui doit être de un peu plus de 1 000 euros, 1 200, quelque chose comme ça, à l'année, pas par mois, bien entendu. Et c'est pour ça que ça s'appelle une gratification. Alors, mon collègue parlait de choix entre ces différents formats de stage, responsabilité, SOPA, stage hors éducation nationale. Donc, en fait, ça va être aussi fonction du nombre de postes mis à disposition par les services académiques dans chaque département. Et donc, les étudiants qui souhaitent opter pour un stage en tiers-temps devront faire une candidature auprès des services départementaux concernés et auront un entretien avec des inspecteurs pour pouvoir accéder à ce type de contrat. Cet entretien, vu que c'est en fin de M1 que ça se passe, il est prévu dans la maquette qu'on va voir dans un instant que vous y soyez accompagné, si vous le souhaitez, pour vous aider à le préparer. Alors, ces différents stages sont bien entendu articulés avec le reste de la maquette, les différents contenus qui sont abordés. Et donc, du coup, on va vous présenter maintenant de façon un peu schématique. Donc, cette maquette de MasterMEF, elle est développée sur 2 années, ça je vous l'ai déjà dit. Elle est structurée en 5 unités d'enseignement qui se retrouvent sur chacun des semestres des 2 ans. Donc, vous avez tout d'abord
une unité d'enseignement qui porte sur les savoirs transversaux et leur transmission. Donc là, c'est en lien avec la formation à la polyvalence. Donc, il s'agit d'acquérir des bases qui vont permettre aux futurs enseignants de pouvoir enseigner les mathématiques, le français, mais aussi les autres disciplines de l'école, les arts, la musique, l'EPS, l'histoire-géographie, les sciences ou la technologie. Donc là, il s'agit d'acquérir les fondamentaux en termes de connaissances à maîtriser pour pouvoir enseigner au niveau de l'école primaire, mais aussi la didactique, c'est-à-dire la manière de rendre accessibles ces savoirs aux élèves. L'UE2 porte sur les savoirs transversaux. C'est tout ce qui va être en relation avec la découverte de l'enfant, mais aussi du système éducatif, le fonctionnement du système éducatif, les valeurs de la République, toutes les questions autour de la laïcité, de l'égalité filles-garçons. Dans cette UE de savoirs transversaux, on a aussi les enseignements de numérique. Et même si vous avez travailler sur les outils numériques et leurs usages en licence, il y a encore des contenus à maîtriser avant de pouvoir travailler sur l'utilisation du numérique au travers des différentes disciplines au sein de l'école. Et puis, dans les l'UE2, on a également l'enseignement des langues, ou l'éveil à la diversité linguistique pour l'école maternelle. L'UE3, donc là, est en relation avec les expériences professionnelles et le développement de l'analyse réflexive. Donc, ça va être adossé au stage, quelle que soit leur modalité, SOPA, stage en responsabilité. C'est un stage éventuellement en mobilité. Et donc, il y a des heures d'enseignement qui sont prévues dans la maquette pour accompagner la préparation des stages, leur mise en œuvre, mais aussi le retour réflexif sur ce qui s'est déroulé dans les classes. Donc, sachant que voilà, pour ces stages, on ne l'a peut-être pas précisé juste avant, mais vous avez un référent, un tuteur, vous n'êtes pas livré à vous-même, même ceux qui seront en stage tiers-temps en responsabilité, ils auront un tuteur terrain, un tuteur enseignant du premier degré qui les accompagnera dans leur parcours. L'UE4, c'est la formation à et par la recherche. Oui, parce que c'est là cette formation, elle est de niveau master. Donc, il y a une dimension universitaire à cette formation qui suppose une acculturation aux travaux de recherche dans le domaine de l'éducation et de la formation, et puis le développement aussi de la capacité réflexive. Donc, ça va aboutir à la fin du master à la rédaction d'un mémoire de master et une soutenance qui permettra aux étudiants de présenter leur travail. L'UE5, dite de contextualisation et exercice du métier, c'est un enseignement optionnel qui vous est proposé dès le premier semestre du M1, avec la possibilité à la fin du S1 de pouvoir changer d'option. Mais dans ce cas-là, ça vous engagera pour les 2 semestres suivants. Donc, cet enseignement optionnel, oui, il est proposé jusqu'au S3. Donc, pour l'instant, on propose 3 options qui sont enseignées à l'école maternelle, donc qui se déroulent sur l'ensemble des sites, surtout en présentiel, en mobilisant aussi des enseignants de terrain, des maîtres formateurs.
enseigner à l'international, qui se déroule plutôt en distanciel et qui est couplé à la préparation d'une habilitation à enseigner à l'étranger. Et puis, la dernière option, c'est sur l'école inclusive, donc également proposée dans un format mixte sur tous les sites. Alors là, on vous affiche une diapositive dans laquelle vous retrouvez pour les 2 années M1, M2, les 5 UE et leur déclinaison du semestre 1 au semestre 4. Bon, il n'est pas question ici de vous faire une lecture exhaustive de la diapositive. C'était simplement pour vous montrer comment se répartissent les enseignements sur les 2 années du master, avec une année de M1 à 500, en gros 520 heures, qui est beaucoup plus chargée en heures enseignement que l'année de M2, qui est autour de 320 heures. Alors, pourquoi ce déséquilibre, cette différence? C'est lié à la place du stage en M2. Donc, puisque au total, sur les 2 ans, il y a 12 semaines de stage qui doivent être faites. Il y en a 18 semaines, pardon. Il y en a 6 sur le M1 et donc le restant, c'est en M2. Et donc ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi un mémoire de master à finir et à soutenir. Et puis, il y a, on revient là-dessus, le concours qui se déroule pour les épreuves d'admissibilité autour de, c'est avril cette année, mars. 5, mars cette année, c'est 5, 6 et 7 avril. Voilà, début avril. Et puis, les épreuves d'admission qui ont lieu un petit peu plus tard, début juin en général. C'est à peu près le calendrier. Donc, voilà un petit peu comment ça s'organise. Alors, oui, on l'a un petit peu évoqué, mais on n'a pas vraiment insisté là-dessus. Cette formation de Master MEF, elle est proposée sur 5 sites correspondant aux 4 départements de la région de Champagne-Ardenne. Donc, sur le site de la Marne, on a Châlons, Champagne et Reims. Et puis après, on retrouve pour les Ardennes, Charleville, pour l'Aube, Troyes et pour la Haute-Marne, Chaumont. Donc, M. Thibon vous a énoncé tout à l'heure les capacités d'accueil sur chacun des sites. Là, depuis la réforme et donc depuis la rentrée 2021, il est prévu que la formation de Master MEF se déroule sur le même site de formation pendant les 2 ans. Donc, la règle, ce sera celle-ci. Si vous êtes admis sur le site de Châlons en Champagne, c'est pour y faire votre M1 et votre M2. Le concours, lui, que vous allez présenter pendant le M2, il est académique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas du tout prévoir quelle va être, après votre réussite au concours. Donc, ça va dépendre de votre rang au concours. Vous allez pouvoir émettre des vœux, mais on ne peut rien présager de votre implantation la première année qui suit le concours. Donc, vous pouvez tout aussi bien, en ayant suivi votre formation de master sur Châlons, vous retrouver affecté dans une école à côté de Chaumont pour votre première année d'exercice. Donc, on insiste bien là-dessus parce que chaque année, on accueille des étudiants qui sont surpris et ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà, et parfois, certaines démissionnent. Ils ont réussi leur concours, ils sont lauréats du concours et ils démissionnent parce que
on leur annonce qu'ils sont affectés à côté de Troyes alors qu'ils sont installés sur Reims. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête avant de s'engager. Alors, il y a une question dans le chat. Oui. Est-ce que l'endroit où est faite la licence peut jouer sur la sélection de la place en master? Pour moi, c'est une colle, parce que, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a, mais peut-être êtes-vous en licence, surtout si vous avez reçu le code, je suppose que c'est parce que vous êtes déjà dans nos murs, ce qui d'ailleurs me semble problématique, puisque cette conférence s'adressait aussi à ceux qui n'y étaient pas. Il y a une conférence sur les licences cet après-midi, ça serait qui arrive à 16h15, si je me rappelle bien, avec le même lien que celui-ci. D'ici là, peut-être que ce sera ouvert à tout le monde, du moins j'espère. Et donc, ouais, il y aura peut-être réponse à ça. Moi, j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas d'obligation entre les deux. Ce n'est pas parce que vous faites votre licence à Charleville que vous êtes obligé de faire le master à Charleville. Je dirais plutôt ça. Voilà. Mais en revanche, le fait d'être à Châlons et de continuer à Châlons, ou d'être à Charleville et de continuer à Charleville, est évidemment une possibilité qui sera sans doute facilement ouverte. Voilà. Peut-être que tu as des précisions là-dessus, Laurence. Pas du tout. Effectivement, après, pour l'admission en master, vous allez classer les 5 sites de formation par ordre de préférence. Voilà, donc on examinera ça et tout dépendra aussi du nombre de places disponibles dans chaque site. Mais oui, non, il n'y a pas... C'est pas parce que vous avez suivi la formation, oui, sur Charleville ou sur Châlons que nécessairement vous serez affecté à Châlons ou à Charleville. Alors, il y a une question ensuite sur un retour sur les SOPA. Donc, SOPA, ça veut dire... Peut-être le partage d'écran, parce que du coup, je vois pas oui. les questions. Donc, SOPA, au cas où on n'ait pas été très clair là-dessus, donc c'est un stage d'observation et de pratique accompagnée. Ça sous-entend bien qu'on observe la classe, puis petit à petit, au fur et à mesure du temps qui passe, on va se mettre à prendre la classe de quelqu'un, d'un enseignant, nommé maître d'application temporaire, qui sont des enseignants donc, qui ont été désignés par leur hiérarchie, notamment par leur inspecteur, comme étant des personnes susceptibles de recevoir dans leur classe la visite d'étudiants. Et donc, on observe au début, et puis le plus vite possible, on prend la classe, mais l'enseignant titulaire de la classe reste présent. Et l'étudiant n'est pas responsable des élèves, c'est l'enseignant de la classe qui reste responsable. Je ne sais pas si ça suffit comme explication. N'hésitez pas à poser une question. Vous pouvez aussi prendre la parole d'ailleurs. Oui. Bien sûr. Alors là, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont en lien avec la précédente sur l'origine des candidats et le fait de venir d'une autre université que celle de Reims, d'une licence dans une autre université. Donc, bien sûr, hein, vous pouvez candidater. Là encore, le fait que vous ayez suivi dans votre licence des modules de pré-professionnalisation, ce sera un avantage pour vous. Si vous venez d'une licence je sais pas, de maths ou d'histoire dans laquelle il n'y a pas du tout la possibilité de faire des stages ou de découvrir le métier d'enseignement, ce sera un peu plus compliqué. Mais oui, c'est tout à fait possible de venir d'une autre académie. Alors après, du coup, j'ai sauté une autre question qui est... non, je n'ai pas sauté de question. Non, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Je suis en train de relire. N'hésitez pas à nous interpeller si ça n'est pas le cas. Alors oui, juste ce qu'on voulait ajouter, c'est peut-être quelques petits compléments par rapport au concours, même si on ne va pas rentrer dans les détails, parce que bon, le temps que vous y arriviez, il y aura peut-être encore des évolutions.
Donc là, pour la prochaine session, qui est une session nouvelle pour nous, hein, on a 2 épreuves d'admissibilité qui sont des épreuves écrites, une épreuve en maths et en français, donc qui porte sur les contenus à maîtriser pour enseigner à l'école primaire et leur didactique, et une deuxième épreuve écrite qui porte sur une discipline de la polyvalence choisie parmi soit histoire géo, enseignement moral et civique, ou bien art, histoire des arts, ou bien sciences et technologies. Voilà. Et art étant art plastique et musique. Musique. Plus précisément, vous avez 3 valences, c'est d'ailleurs la même chose en histoire géo. D'ailleurs, et je ne sais pas si c'est pareil en sciences, tu préciseras, mais le jour du cours, donc en histoire géo, c'est histoire ou géographie ou EMC, et le jour du concours, 2 seulement des 3 tombent vraiment. Voilà, en sciences, tout tombe. Les sujets, les sujets zéro auxquels on a eu accès, ils sont composés avec une partie de physique, une partie de SVT, une partie de technologie. Voilà, donc ça, c'est pour les épreuves d'admission, et puis après, d'admissibilité, pardon. Et pour les épreuves d'admission, il y en a 2 également. Une première épreuve où on va retrouver les maths et le français. Et puis une deuxième épreuve en 2 parties, avec une première partie, un questionnement autour de l'enseignement de l'EPS, et puis une deuxième partie, où je ne sais plus dans quel ordre c'est, peu importe, donc qui est plutôt sous un format entretien d'embauche et qui vise à vous présenter, à présenter votre parcours, à le justifier, et puis à répondre à un certain nombre de questions du jury en lien avec des questions autour des valeurs de la République, laïcité, égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations, etc. Donc voilà, de façon assez schématique, l'organisation de ce concours. Et puis, il y a une option qu'il est possible aussi de prendre pour l'oral, qui est une option en langue. Une option en langue qui ne vous pénalise pas. C'est pour ça qu'elle est optionnelle. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptés. Alors, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Oui, Marie, si nous n'avons pas suivi de module de pré-professionnalisation, quelles seraient les autres alternatives pour en favoriser notre candidature? C'est une question pertinente et aiguë. Encore une fois, si vous n'avez pas suivi de module de pré-professionnalisation, vous n'êtes pas interdite de postuler. Mais comme je l'ai dit, il est fort possible que les critères du jury qui choisira les candidats fassent que vous serez sur une liste d'attente. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives pouvant favoriser la candidature? J'ai bien peur que non. Et c'est la réalité triste, problématique de nos masters qui ont un succès important pour l'instant et supérieur aux places que nous avons. Moi, j'ai envie de vous dire que l'une des possibilités peut être de postuler dans plusieurs universités, dans plusieurs INSPE, de façon à obtenir celui qui peut-être fonctionne avec plus de latitude que nous, moins de contraintes au niveau des places disponibles. On a une question sur les étudiants AED. Donc, effectivement, on n'a pas parlé de cette modalité-là. Donc, les contrats AED de pré-professionnalisation, hein, parce qu'il y a, attention, il y a 2 types d'AED. Il y a des AED qui consistent à occuper un emploi d'assistant d'éducation en collège ou lycée en complément de formation. Là, ça ne donne pas lieu à une dispense de stage au niveau du Master MEF. En revanche, ceux qui sont en AED pré-pro, donc engagés depuis leur licence, depuis la L2, parce
ce sont des contrats de 3 ans qui sont proposés, L2, L3 et donc M1. On a notre première promotion de M1 AED Pré-Pro cette année. Donc, dans ce cas-là, le contrat d'AED fait fonction de stage, fait fonction de SOPA pour le M1. D'accord ? Donc, vous ne serez pas obligé de suivre les 3 fois 2 semaines de SOPA du M1 comme les autres étudiants, puisque vous bénéficiez de votre contrat AED Pré-Pro. Alors, comment fait-on pour nous inscrire en Master MEF ? Oui, il y a plusieurs questions sur comment on fait et quand. Donc, comment on fait? Donc, il y a le site e-candidat qui va vous permettre de postuler. Les dates précises d'ouverture du protocole d'inscription, je crois qu'elles ne sont pas encore parues. Généralement, ça tombe fin avril, début mai. Voilà. Par contre, au cas où, je vais vous mettre dans le chat une adresse que je suis en train de chercher tout en parlant, qui correspond à l'inscription sur les listes de diffusion de l'INSPE. Voilà, que je vous envoie immédiatement là. Et donc, si vous vous inscrivez, vous recevrez de temps en temps un mail, et notamment celui qui vous dira « ça y est, c'est ouvert, vous pouvez vous inscrire ». On peut aussi venir sur le site de l'INSPE et ça sera écrit sur la page d'accueil dès que ce sera ouvert. A-t-on plus de chances de réussir notre CRPE en Haute-Marne si l'on fait notre master en Haute-Marne? Ou sont-ils les mêmes partout? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais le concours, il est académique. Donc, il y a un seul et même concours. Et donc, le jury ne sait pas d'où vous venez. Quand vous vous présentez, à l'écrit, de toute façon, c'est anonyme. Et puis, à l'oral, les membres du jury ne savent pas dans quel département vous vous êtes formé. Donc, oui, les chances de réussite sont les mêmes pour tous. Mais on peut compléter ensuite, après, donc si vous souhaitez être dans la Haute-Marne et que vous avez votre concours, vous allez faire des vœux. Et ces vœux seront pris en compte en fonction de votre place au concours. Et s'il y a un conflit. Et on peut supposer que si vous souhaitez être en Haute-Marne, il y aura peu de conflits, parce que je pense, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que ce n'est pas en Haute-Marne qu'il y a le plus de candidats qui souhaitent aller. Donc, vous risquerez assez facilement, quelle que soit votre place au concours, vous avez beaucoup de chances d'être prise là où vous le souhaitez. Ça sera plutôt dans la Marne, je suppose, que les places seront un petit peu plus chères. Je rappelle aussi que le CRPE est donc un concours académique. Il est donc seulement sur les 4 départements de l'Académie de Reims, alors que si vous passiez le CAPES, ce serait dans toute la France que vous pourriez être affecté. Alors, il me semble qu'on a déjà répondu un peu à cette question. Étant L3 lettres modernes inscrites dans une UE préparation à l'enseignement, y a-t-il une petite chance d'accéder au master? Si vous êtes inscrit dans une UE de préparation à l'enseignement, oui, c'est ce qu'on appelle un module de pré-professionnalisation. Donc, il n'y a pas de souci. Il faudra le faire valoir dans les documents que e-candidat vous demandera. Vous remplissez votre dossier sur e-candidat. Voilà, et préciser que vous avez suivi des modules de pré-pro, dont celui-ci, et évidemment, il faudra apporter les preuves, donc les documents attestant le fait que vous l'avez suivi et que vous l'avez réussi, bien sûr. Alors, sur les candidatures, le calendrier, bon, on vous a dit ça, on ne maîtrise pas. Pour les sites de formation, non, vous faites une seule candidature et on va vous demander de classer les 5 sites de formation par ordre de préférence. Donc, vous n'avez pas besoin de candidater 5 fois. Non, c'est une seule candidature pour tous les sites. Pour la question sur revenir sur les places disponibles, je vais vous les redonner.
mais je vais aussi vous mettre dans le chat le document sur lequel c'est écrit, qui est un PDF que vous pouvez trouver à plusieurs endroits sur le site. Donc, il y a 56 places à Charleville, 90 à Reims, 60 à Châlons, 70 à Troyes et 44 à Chaumont. Le document que je vais vous proposer de télécharger dans le chat, c'est le document qui est en ligne, mais il y a un point qui n'est plus valable, c'est qu'il est écrit une adresse qui s'appelle trouvermonmaster.gouv.fr, qui serait l'adresse sur laquelle vous candidatez. On a appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, cette plateforme n'est pas opérationnelle cette année. Une plateforme nationale qui n'a pas de relation avec l'INSPE. C'est la raison pour laquelle on reste sur e-candidat. Voilà, donc ne vous trompez pas là-dessus. Je vous mets le document en partage dans quelques secondes. Alors, on a une question. Peut-on passer son master dans l'Académie de Reims et passer son concours dans une autre académie? Tout à fait. Rien ne vous contraint de ce côté-là. Il faut juste que vous pensiez à vous inscrire dans l'académie dans laquelle vous voulez passer le concours et que vous vous présentiez le jour des épreuves d'admissibilité et d'admission. Voilà, je viens de mettre le PDF dont je viens de parler dans le chat à l'instant. Non, de nouveau une question pour les contrats des pré-pro. Le contrat indique qu'il peut être renouvelé pour une année scolaire au maximum. Vous ne signez pas un contrat chaque année? Ce n'était pas un contrat de 3 ans? Si, c'était un contrat de 3 ans. Juste en dessous, justement, c'est noté qu'il pourra être renouvelé pour une année scolaire au maximum. Et si cette année, si il est renouvelé, du coup, ça tomberait au moment du Master 2. Ah oui, mais non. Non, ok, merci. Pour l'instant. A priori, non. A priori, non, puisque en M2, vous aurez soit un stage en responsabilité en tiers-temps, enfin, ça serait la logique d'ailleurs, après avoir suivi un contrat ED pré-pro, donc en étant accompagné, que vous passiez après en responsabilité. Donc à ce moment-là, non, c'est pas envisageable. Enfin, en tout cas, on va voir. Peut-être, comme c'est notre première promotion d'AED pré-pro en M1, on va voir si avec les services académiques, comment ça se passe, mais a priori, ce n'est pas prévu comme ça. Hein. Ce n'est pas prévu pour être renouvelé. Oui, et d'ailleurs, on n'a pas tous les détails à ce sujet. Hein. Peut-être que ça pourrait l'être s'il y a redoublement du M1, par exemple. Mais, oui, c'est exact. Voilà, là, je comprendrais qu'il y ait une année supplémentaire qui soit accordée, mais sinon, pour le M2, ce n'est pas très compatible. Donc, sinon, je confirme à une question de Laurine que oui, il faut déposer sa candidature sur e-candidat à partir du moment où ce sera ouvert. Il y a une question sur le concours et les PES, donc professeurs des écoles stagiaires, ou PFS, professeurs fonctionnaires stagiaires, on utilise les deux termes, qui m'amène à peut-être revenir sur un point qu'on n'a pas suffisamment précisé, et qui est lié à tout ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il y a des licences qui ouvrent plus facilement sur notre master que d'autres. C'est le mot de continuum de formation. Et en fait, plus ça va, et c'est une chose qui a commencé il y a quelques années et qui se renforce année après année, la formation d'un enseignant est en fait perçue sur une durée de 8 ans. C'est-à-dire finalement une durée de formation qui correspond à peu près à celle des autres métiers de haut niveau, comme médecin par exemple, où il faut 8 ans de formation. Et les 8 ans, c'est quoi? C'est les 3 ans de licence, ce qu'on appelle le continuum de formation, qui sont déjà des licences orientées sur l'enseignement, donc celles de Châlons, de Charleville,
plus éventuellement celle qu'on a décrite précédemment, qui se trouve sur donc le campus Moulin-de-la-Housse ou en STAPS, ou donc à Croix-Rouge pour la licence professionnalisation dite PCE, qui, elle, est en relation avec l'UFR AES et SSS, Administration économique et sociale, sciences sanitaire et sociale, si je me rappelle bien. Après ces 3 ans, vous avez 2 ans de plus qui sont le master. Et puis ensuite, à la fin du master, si on n'a pas le concours, on a quand même un master d'enseignement qui peut permettre justement de négocier son master sur le marché du travail pour être vacataire dans des lieux où on enseigne, y compris dans l'éducation nationale, et évidemment dans d'autres points où l'enseignement, dans d'autres métiers, où le fait de connaître l'enseignement va jouer, qui sont assez nombreux. On peut y revenir dans un instant s'il y a des questions. Et puis, par contre, si on a le concours, c'est seulement après le master qu'on devient fonctionnaire cette fois-ci. C'est la grande différence avec la structure précédente où on avait le concours en fin de M1 et en M2, on était à la fois en terminaison de son master et en même temps fonctionnaire stagiaire. Là, c'est fini. On sera entièrement titulaire de son master et du concours. On deviendra fonctionnaire l'année d'après. Pendant 3 ans, on sera, alors la première année, on sera donc fonctionnaire stagiaire. Stagiaire sous-entend qu'on n'est pas titulaire, que donc si les choses se passent mal en termes de perception de l'employeur, l'INSPE ne sera plus du tout dans le coup là, à ce niveau-là. Hein. C'est uniquement le rectorat qui vous évaluera. Si le stage est mal perçu, il sera encore possible donc, de ne pas être titularisé. Et puis à la fin de cette année de stage, qui est donc la 6e en fait dans le continuum, vous deviendrez donc titulaire, néo-titulaire, et ça, alors là, vous serez titulaire, et il y aura un suivi de formation continue qui durera pendant 3 ans en tant que NT, néo-titulaire. Voilà, donc ça me permet je réponds à la question en élargissant, mais je pense que c'était intéressant de pointer cet élément qu'on n'avait pas pensé à vous dire. On a aussi plusieurs autres questions sur les possibilités de passer le concours dans différentes académies. C'est envisageable à condition que les dates ne se chevauchent pas. Voilà, c'est juste ça pour vous, la contrainte, parce que sinon, vous avez un choix à faire. Forcément, vous ne pouvez pas être sur 2 lieux différents en même temps. Oui, je confirme la réponse de Clémence à Chloé sur le fait que le M1 MEF en alternance, qui a existé à Châlons en Champagne jusque l'an dernier, n'existe plus du tout. Le nouveau master a totalement changé la donne. Il n'existe plus de M1 en alternance. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Je pense. Bon, s'il n'y en a aucune qui arrive à nouveau, y compris verbalement d'ailleurs, peut-être que ça signifie qu'il est temps de terminer cette conférence. Si, il y a une nouvelle, est-ce qu'il y a un nombre de places spécifiques sur chaque site pour les personnes ayant accès à la formation continue? Non, c'est un critère spécifique, ça, si vous passez par la formation continue pour intégrer le master, on est sur un fonctionnement parallèle. Et là, je vous conseille, donc ça veut dire que vous êtes sans doute en reconversion ou vis-à-vis de reconversion professionnelle, si je comprends votre question. Et donc là, toutes les informations sont d'abord à demander au service de la scolarité
dont vous avez l'adresse et je crois le numéro de téléphone sur la page d'accueil du site de l'INSPE au niveau de la mention premier degré. Je suis en train de regarder tout en vous parlant. Sinon, envoyez-moi un mail ou à Laurence de Dieu. Vous avez notre adresse mail sur la page qui correspond à la mention premier degré du site de l'INSPE et je transférerai votre mail au service de la scolarité. Il faut absolument les contacter et plutôt d'ailleurs leur téléphoner pour en discuter directement. Je n'ai pas reçu le PDF. Il faut chercher dans le chat. Il y a normalement un petit... signale qu'on peut le retrouver sur le site de l'INSPE. Oui, on peut le retrouver. Où exactement? Je pense qu'il faut aller sur le... Oui, c'est plaquette du parcours. C'est aussi sur l'adresse qui correspond à la mention premier degré que je vous mets à tout hasard dans le chat. En cliquant sur ce lien, normalement, vous accédez à tous ces PDF-là. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, les avoir en cliquant sur le lien interactif de l'URCA pour aujourd'hui, qui nous amène sur le salon de l'INSPE, où vous pouvez retélécharger ça. Les deux liens que je viens de vous donner vous permettent d'avoir accès à tous ces documents. Pour Caroline, commencer par faire un mail et puis après tenter l'appel. Alors c'est vrai qu'il y a eu du changement au niveau du service de la scolarité, notamment la personne qui gérait le dossier formation continue a changé depuis quelques semaines seulement. Donc ça peut expliquer qu'on ne vous ait pas encore répondu. Oui, non, il faut insister. Hein. Il ne faut pas hésiter. Et n'hésitez pas à passer par le mail aussi, y compris d'ailleurs en nous mettant en copie. Hein. Est-ce que tous les disciplines en histoire, géo, EMC, sciences pour l'épreuve sont enseignées dans tous les sites de formation? Oui, bien sûr, selon des modalités qui sont spécifiques. En M1, vous aurez un panel de l'ensemble de ces trois domaines. Et à la fin du M1, on vous demandera de choisir celui sur lequel vous décidez de travailler plus particulièrement, parce que c'est celui que vous choisirez le jour de l'épreuve, avec d'ailleurs une petite subtilité, hein, le jour de l'épreuve, pour cette épreuve donc, dont le nom précis m'échappe, puisqu'elle est encore nouvelle, bref, celle où il y a soit art, soit histoire géo, soit sciences, vous aurez la possibilité, le jour J du concours, de prendre celui que vous voulez des trois. Mais nous, dès le semestre 2, donc 1 an et demi avant le concours, on vous proposera de choisir par avance, soit de suivre art, et vous n'aurez plus d'histoire géo ni de sciences, soit de choisir sciences, et ça revient au même. Et voilà, et donc de finir le jour du concours pour prendre le sujet qui correspond à celui dont vous avez suivi la formation. À quel moment avons-nous les réponses d'admission au Master MEF? Je crois que c'est début juillet, non? Comment vous répondez? Oui, c'est à peu près ça, oui, fin juin, début juillet. Oui, fin juin, début juillet. Je pense que ce sera précisé. Oui, vous aurez tout le calendrier, il sera on a zappé une question là, qui est de Coran. Les stages en école cette année ne sont plus possibles à cause de la situation sanitaire. Est-ce que le fait de ne pas avoir fait de stage en licence est un frein pour notre admission en master? J'ai envie de répondre que là, on est dans un cas tellement précis et conjoncturel que, évidemment, il n'y a aucun texte là-dessus, mais je ne vois pas comment ça peut vraiment rentrer en ligne de compte. Vous avez suivi une formation professionnalisante et c'est ça qui compte en premier. Après, qu'elle ait été plus ou moins bien organisée, notamment à cause du Covid, c'est quelque chose qui je ne vois pas comment ça peut rentrer en ligne de compte. Oui, parce que le stage n'est pas proposé tout seul hein, dans la licence. Il
forcément un accompagnement avec des enseignements avant le stage, peut-être pendant et après. Donc, voilà, on va tenir compte de ça, évidemment. Dans le Master MEF aussi, hein, les étudiants de M1 sont partis en stage. Ils étaient en stage là, les 15 premiers jours de janvier. Certains n'ont fait que 2 jours de stage. La classe a été fermée. Ils ont été eux-mêmes malades ou alors c'est l'enseignant qui était absent, ou il n'y avait que 10 élèves dans la classe. Donc, forcément, on est dans un contexte qu'il faut faire avec. On est obligé de prendre en compte cette situation. Bon, tout à l'heure, on a dit que c'était terminé, puis finalement, ce n'était pas terminé. Oui. Donc, c'est peut-être encore le cas maintenant. Ce cas, c'est que personnellement, j'aurais du mal à aller au-delà de 10h30. Mais nous sommes encore largement dans les temps, parce que j'ai d'autres choses à faire juste après. Donc, n'hésitez pas. Cependant, vous pouvez nous contacter par email aussi, bien sûr. Bien, mais il semble que ce soit la fin de cette conférence. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour les personnes que vous connaîtriez qui n'ont pas pu se connecter suite à nos problèmes techniques du début, la conférence est enregistrée. Donc, elle pourra être disponible en replay, je suppose, très rapidement. Et merci à vous. Merci à toutes et tous. Et puis, passez un bon week-end. Et on espère vous voir bientôt dans nos murs. Merci, au revoir. Au revoir et merci.